Aujourd'hui, c'est en tant que négociateur en chef du gouvernement du Québec, dans les négociations relatives au projet de cet accord, que M. Johnson va venir nous entretenir de ce nouvel espace de coopération qui vient d'être créé et où se dessinent, j'en suis sûre, de nombreuses opportunités d'affaires pour toutes nos entreprises. Alors, M. Johnson, merci et félicitations pour cette importante réalisation. On a hâte de vous entendre et je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Est-ce que ça fonctionne, ces micros? Bon, alors c'est mieux que les micro-cravates, qui est en train de l'abîmer d'ailleurs. D'abord, merci Mme Vachon de m'avoir présenté d'une façon qui ne m'a pas donné l'impression que j'avais 125 ans. C'est rare. Et, alors, je vais vous entretenir aujourd'hui de cet accord. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas entendu, et beaucoup d'entre vous l'avez entendu, qu'est-ce qu'un accord de libre-échange? C'est un document qui a force de loi et qui a été négocié par des parties qui ont convenu de trois choses. Premièrement, qu'elles considéraient que la circulation des biens, des personnes et du capital est une chose fondamentale. Deuxièmement, que chacune des parties se disciplinerait à ne pas discriminer contre les autres parties à cette négociation dans leur législation, dans leur réglementation, sur une base de la nationalité de l'autre ou de la provenance de ce bien, de ce capital ou de ces personnes. Et troisièmement, on négocie 300 pages d'exception aux deux principes qui précèdent. Et c'est pour ça, de temps en temps, qu'on a besoin d'avocats dans ces négociations, qui, heureusement, pour l'essentiel, sont conduites par des économistes et des gens qui ont une expérience des affaires dans certains cas, et où la complémentarité que les avocats apportent est finalement parfois un peu secondaire, en tout cas au stade de la négociation. Une fois que la négociation est terminée, cependant, les juristes jouent un rôle extrêmement important à normaliser le vocabulaire en fonction d'autres ententes existantes, en fonction de l'anticipation du résultat d'un certain nombre de cas qui pourraient se présenter devant les tribunaux d'arbitrage. Et au bout de la ligne, l'objectif qui est visé, c'est la prospérité commune de toutes les parties autour de la table. C'est avantageux pour le Canada, ses entreprises et les personnes qui profiteront de l'augmentation du commerce. Et c'est avantageux, évidemment, pour l'Europe. Le 18 octobre dernier, M. Harper a convenu avec M. Barroso d'un accord de principe. Cependant, la négociation continue. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'avaient pas le caractère aussi fondamental que ce qui était contenu dans l'accord de principe, ne sont pas tout à fait encore réglés, à ce jour d'ailleurs. Enfin, à 7 heures. Peut-être que ça va être fini à la fin de la journée, mais on verra. Au téléphone, puisque nous réunissons un certain nombre d'entre nous ce soir. Vous excuserez ma grippe. Je vais vous parler en trois temps. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Deuxièmement, quel est le contenu de l'entente, avec un certain nombre de limites, cependant que m'impose le fait qu'elle n'est pas encore publique. Et troisièmement, un certain nombre de perspectives. Alors, le Canada et le Québec sont des territoires de commerçants. On exporte 89 on est propriétaire de 89 du sirop d'érable qui traverse les frontières, le reste étant essentiellement au Vermont ou du sirop de poteau. Mais regardez le reste de ce qu'on exporte et la part du commerce international qu'on a juste à partir du Québec. Et vous allez vous rendre compte, en jetant un coup d'œil sur ça, que nous sommes des acteurs du commerce mondial.
Et ça nous surprend nous-mêmes parfois de le constater. Deuxièmement, quelle est la nature de ce qu'on exporte? Vous en voyez ici encore une part du commerce mondial que nous faisons. Et où vont ces choses? Eh bien, elles vont, pour l'essentiel, chez nos voisins du Sud. Elles vont dans les pays de l'Union européenne, notre deuxième partenaire. Elles vont vers les pays du BRIC et de façon finalement plus spécifique en Chine, puis en Allemagne, puis en France, puis aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Je reviendrai sur ceux-là dans quelques secondes. Pourquoi il est important de normaliser notre situation avec les Européens, de donner le cadre juridique sécuritaire à une augmentation du commerce entre nous et l'Europe? C'est que nous avons connu un déclin d'importance quant à nos exportations au cours des années 2000, un déclin qui a continué jusqu'à tout récemment, alors que nous avons augmenté nos exportations vers l'Europe. Pourquoi ce déclin? Essentiellement à cause du ralentissement. Je ne sais pas si je suis. Pourquoi ce déclin? Vous en voyez les raisons. Hein? Le dollar, 2001 qui a été une occasion pour les Américains en pratique, quelles que soient les raisons, de fermer leurs frontières ou en tout cas diminuer la porosité de leurs frontières, notamment à l'égard des biens et des personnes. La concurrence des pays émergents, évidemment. Et dans notre cas, la concentration de nos exportations, comme si le seul marché au monde était les Américains. Et puis on s'est aperçu que ça nous a fait mal en cours de route. On est passé de 63 à 43 milliards d'exportations vers les Américains en l'espace de 12 ans. L'Europe. Alors, un commerce d'à peu près 90 milliards. Le président de votre conseil évoquait le fait tout à l'heure que nous avons un déficit commercial important. Il faut être bien conscient, dans le cas du Québec, que le port de Montréal est un lieu d'entrée pour des biens qui sont autrement distribués à travers le pays et, dans certains cas, prennent la direction des États-Unis, ce qui gonfle évidemment la proportion relative des importations par rapport à nos exportations ici. Il faut remarquer cependant qu'il y a eu une tendance à l'augmentation de nos exportations depuis 10 ans vers l'Europe qui est beaucoup plus marquée que l'inverse. Les principaux produits que nous exportons maintenant vers l'Europe. Alors, remarquez la qualité de ces produits. Il y a certainement quelques éléments de richesse naturelle ou reliés à l'agriculture, mais il y a surtout des produits de haute technologie, de haute valeur ajoutée, qui globalement comptent énormément dans notre commerce avec l'Europe. Avec qui en Europe? Eh bien, avec l'Allemagne, certainement, qui est notre premier pays de destination en termes de valeur de nos exportations. Les Pays-Bas. Hein? Les Pays-Bas, c'est un peu comme le port de Montréal. Les Pays-Bas, c'est un lieu de transit pour ce qui arrive en bateau en Europe, arrivant d'Amérique. Alors, il ne faut pas s'étonner, c'est pas la population des Pays-Bas qui explique que 19,8 de nos exportations s'en vont là. C'est 19,8 de nos importations qui sont dédouanées aux Pays-Bas, dont un certain nombre restent là. La France, le Royaume-Uni, l'Italie, et ensuite viennent un certain nombre d'autres pays. Alors, cet accord, qu'est-ce qu'il permettra? Alors, je vous laisse regarder ces diapos, en étant conscient que 99,6% des tarifs existants entre nous et l'Europe seront abolis au moment de l'entrée en vigueur de cette entente. Et parmi ces tarifs, il y a ceux-là, il y a ceux-là, et ceux-ci.
Dans certains cas, on nous dira, oui, mais 3 de tarif, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas sûr que 3 de tarif, ça ne veut rien dire quand on regarde les marges d'un certain nombre d'entreprises. Et il est sûr que 10 ou 12 ça veut dire qu'on peut être sorti d'un marché. Ou qu'au contraire, on y pénètre si on a cet avantage, qu'on pourrait avoir incidemment, comparé aux Américains, pendant quelques années, si les choses vont bien de notre côté et vont mal du côté de la négociation entre les Américains et de l'Europe. Autres aspects, les normes. Alors, c'est bien beau de ne pas avoir de tarifs à la frontière, encore faut-il pénétrer dans le pays et que les normes n'empêchent pas qu'on y pénètre. Et il y a différentes façons d'aborder cette question dans les négociations internationales, dans les accords. Le premier, c'est de rechercher l'harmonisation des normes. Moi, je dis parfois, moi, je ne suis pas sûr que je vais voir ça là, avant de mourir. Je ne suis même pas sûr que mes enfants vont voir ça avant de mourir. L'harmonisation des normes, c'est-à-dire la standardisation, l'acceptation que les normes sont identiques. C'est un processus lent, difficile, parce qu'il est appliqué par des pouvoirs publics qui n'ont pas nécessairement l'ensemble des intérêts de l'ensemble des acteurs économiques. Et deuxièmement, parce que les normes sont une méthode protectionniste traditionnelle utilisée par les industries pour empêcher la pénétration du marché domestique. Donc, des lobbies puissants, vous en êtes d'ailleurs, dans certains cas, j'en suis convaincu, et vous avez tout mon respect malgré tout. La deuxième approche, c'est celle de trouver des systèmes de reconnaissance réciproque des normes. Et c'est ce que regarde par la formation d'un comité entre le Canada et l'Union européenne. C'est comme ça que le traité l'envisagera. Au-delà des normes, il y a la certification des produits. On est toujours dans le même univers. La certification des produits, c'est ce qui vous permet d'avoir un sceau sur un produit qui détermine que votre produit n'est pas nocif pour l'environnement ou pour la santé des personnes et donc qu'il peut pénétrer le marché. Le problème en ce moment pour beaucoup de manufacturiers, c'est qu'ils doivent obtenir la certification à partir de démarches qu'ils doivent faire en Europe auprès d'organismes qui les accréditent. Dans les secteurs que j'ai énumérés là, l'effort qui sera fait sera d'obtenir que, par exemple, le Bureau des normes du Québec, de normalisation du Québec, ou encore le Centre de recherche industrielle du Québec, et éventuellement d'autres organismes de type normatif, obtiennent une accréditation de l'Europe, dans un premier temps, qui permettra à chacun de ces organismes de décerner la certification européenne en même temps que la certification canadienne ou nord-américaine. Un avantage considérable pour les manufacturiers exportateurs qui ont de nouveaux produits à mettre sur le marché. Les marchés publics. Alors ça, inutile de vous dire que ça a été abordé par le Canada, par l'ensemble des provinces, je devrais le dire plus précisément, d'une façon tout à fait défensive. Pourquoi? Parce que nous avons une approche au Canada qui considère que l'État, à travers ses différents organes, à travers ses pouvoirs délégués dans le secteur scolaire, dans les universités, dans les municipalités, dans les hôpitaux, dans l'ensemble des activités, dans le fond, qui sont subventionnées par l'État, que l'État a un rôle, à partir de ses politiques d'approvisionnement, de susciter ou d'encourager des industries locales. Dans un contexte de commerce international, c'est une position qui est difficilement défendable. Et voilà un chapitre où l'univers des exceptions est d'une certaine importance. On acceptera donc le principe que les marchés publics du côté européen et canadien sont ouverts. En gros, dans le cas du Québec, c'est quoi un marché public? C'est à peu près 28 milliards par année. Une fois qu'on applique les seuils, ça c'est les seuils européens ou canadiens, je les vois pas. Ça sont les seuils européens, ça ne vous aide pas. Une fois qu'on applique les seuils,
c'est à peu près 11 milliards dans le cas du Québec. Et ensuite, on vise des secteurs très précis pour les exclure. Pensez à 2 secteurs qu'on a tenté d'exclure en partie. Ils vous viennent à l'esprit, je le sais. Ah oui, j'en ai vu 1 ou 2 qui ont compris. Une autre, bon, l'hydro. Hydro-Québec a toujours eu une politique d'achat qui lui permet d'exercer de façon absolue sa discrétion quant à ses fournisseurs. Le deuxième secteur, c'est celui du transport public. Vous savez, qui s'intéresse au transport public chez nous? En plus des institutions, je parle des fournisseurs de transport public, de véhicules de transport public. Hein? Il y en a 2 gros au Québec. C'est pas bien compliqué. Il y en a un qui fait des autobus, puis l'autre fait des rames de métro. Vous comprendrez que ces organisations souhaitent, comme il est normal, que l'endroit où ils sont basés devienne une vitrine de leurs produits. Donc, qu'ils soient utilisés dans les transports publics et donc dans les contrats, qui sont des contrats d'approvisionnement du secteur public. On a trouvé quelques exceptions là-dedans aussi. Nos intérêts offensifs vers l'Europe. 2 700 milliards. Vous m'avez bien entendu. 2 700 milliards d'approvisionnement en Europe. D'approvisionnement public, quand on prend tous les niveaux de ce qui est le public. Ça, c'est plus que le produit intérieur brut canadien. Pas compliqué. Ça, c'est la quantité de biens et services achetés par les institutions partout en Europe, les commissions scolaires, les universités, nommez-les. Nous avons maintenant accès à ces marchés. On se comprend que le cadre de l'entente, avec évidemment des seuils, là aussi, sur le niveau des contrats, nous permettra de pénétrer ces marchés, mais que ce ne sont pas des marchés faciles à pénétrer pour toutes sortes de raisons, souvent, qui n'ont rien à voir avec le droit. Du côté de l'offre canadienne, elle était ambitieuse. Pourquoi? Parce que l'intérêt fondamental du Canada dans cette entente, c'est celui de s'assurer un accès à un marché de plus de 500 millions de personnes riches qui consomment. L'intérêt de l'Europe n'était sûrement pas 35 millions de Canadiens. Pensez au déséquilibre. Alors, quel était l'intérêt de l'Europe dans cette négociation? 3 intérêts. Un premier, celui de la pénétration des marchés publics canadiens. Pourquoi? Parce que les entreprises européennes sont assez bien équipées. À 28 pays, là, vous pouvez en faire pas mal de services et de biens que vous pouvez fournir à l'ensemble des paliers de décision canadiens en matière d'approvisionnement dans le secteur public. Deuxièmement, la propriété intellectuelle, en particulier dans le secteur pharmaceutique et dans d'autres secteurs. Et troisièmement, créer un précédent pour leurs négociations avec le Japon et les États-Unis. Ce qui est un avantage pour nous. Pourquoi? Parce que les Européens qui auraient facilement pu être distraits de cette négociation depuis 5 ans ont malgré tout persisté, malgré quelques embûches, malgré une crise considérable qui est passée sous silence dans les journaux. Il devait y avoir autre chose à discuter. En novembre 2012, où il y a eu énormément de tensions, puis on a pensé que la négociation pourrait cesser. Et malgré tout, l'Europe a persisté. Elle a persisté parce que pour elle, il est d'intérêt que de réussir cette négociation avec le Canada. Et pour nous, il est de notre intérêt d'être positionné avec des avantages concurrentiels sur un marché de plus de 500 millions d'habitants avant les Américains et avant les Japonais, de telle sorte qu'on soit installé. Je reviendrai quand je parlerai de la suite des événements. Ah, les investissements. Alors, les investissements, vous allez voir ces chiffres, hein? Ils sont frappants.
500 millions d'Européens ont un stock d'investissement au Canada de 171 milliards. Et puis nous, avec 35 millions d'habitants, on a 180 milliards d'investissements en Europe. Bombardier est présent dans plus d'une quinzaine de pays en Europe. On peut déduire quoi de ce tableau? On peut déduire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des investissements européens au Canada dans les années qui viennent. Et je sais que j'aurai l'occasion de m'entretenir de cette question avec Mme Azoulay, notamment dans des secteurs déjà identifiés par Investissement Québec. La mobilité de la main-d'œuvre. Mouvement des biens, tarifs, règles d'origine, normes, mouvement des personnes, mouvement du capital, politique d'investissement, et mouvement maintenant des personnes. Ce que je vous montre là, vous l'aurez lu, merci, c'est fini, parce que c'est pas terminé. Non seulement moi, je n'ai pas terminé, mais le texte que je vous ai montré n'est pas un texte définitif. Nous étions encore en train d'en parler il y a quelques jours. Mais en gros, vous avez reconnu, juste si vous avez prêté un peu attention à la diapositive, qu'il s'agit de faciliter la mobilité intra-entreprise, qu'il s'agit de faciliter les professionnels indépendants ou les gens qui viennent faire un service après-vente sur leurs produits. Je vous dirai tout de suite que c'est un os dans cette négociation. Et il y a des résistances considérables. Je n'identifierai pas les pays, mais il y a quelques pays européens qui sont extrêmement résistants